Alors, ça marche. J'étais surprise. Bonsoir à toutes et à tous. Merci en tout cas de votre présence. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue au nom de notre maire de secteur, Madame Sophie Camard, qui s'excuse de son absence à cette soirée. Elle avait hélas d'autres obligations, même si la thématique l'intéressait fortement. Donc elle s'en excuse auprès de vous de ne pas être disponible. Je vous souhaite la bienvenue au nom aussi des adjointes qui ont participé à l'élaboration de cette soirée, Mesdames Libretch Marilyn et Madame Monique Rolbert. Ainsi, je souhaite aussi la bienvenue à Madame Virginie Roche aussi, qui est adjointe ici. Voilà, et en mon nom personnel. Donc, en ma qualité d'élue à l'accès au droit, il m'a paru assez important d'entamer avec d'autres adjoints, et notamment Madame Fréchel, aussi adjointe à la culture, une série d'événements autour de la journée du 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Juste pour résumer ce qui s'est passé, nous avons eu l'honneur d'accueillir une exposition avec le réseau Santé de Sud sur des femmes porteuses de VIH et toutes les discriminations que cela peut engendrer quand on est porteuse d'une maladie, surtout quand on est une femme, et la situation que ça peut avoir. Nous avons aussi projeté des films, organisé des manifestations sportives, des balades urbaines autour de la place des femmes dans l'espace public. Et cette soirée sur l'inégalité femmes-hommes dans le monde du travail vient clôturer ce cycle d'événements autour de cette journée du 8 mars. Elle ne clôture que ce cycle d'événements puisque la mairie du 1-7 s'engage à travailler encore bien évidemment sur la question de l'accès aux droits des femmes. Donc autour de nous, et je leur souhaite la bienvenue. Donc tout d'abord Madame Marielle Vallon, donc, qui est directrice du CIDFF Océan, qui est le centre d'information du droit des femmes et des familles. Madame Stéphanie Moulet, directrice de l'Institut régional du travail, notre voisine. Madame Vanessa Di Paola, chercheuse à l'université et au LEST, donc, qui est le laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Et Madame Dominique Epiphane, je ne vais pas me tromper, donc, qui est, je crois, chercheuse et sociologue au CEREC, qui est donc le centre d'études et de recherche sur les qualifications. Donc, nous allons traiter ce soir un sujet qui est fortement d'actualité, donc, qui sont les inégalités femmes-hommes et les inégalités de genre dans le monde du travail. Et nous allons commencer donc, par projeter donc, un petit PowerPoint sur l'action du CIDFF et qui sera suivi d'un quiz qui nous permettra d'échanger sur des premiers chiffres un petit peu forts sur ce sujet. Et ensuite, la projection d'un documentaire que je laisserai présenter donc, par les Dominique Epiphane et Vanessa Di Paola qui l'ont travaillé dans le cadre de leur recherche. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Bonjour. Du coup, effectivement, on s'est dit que pour présenter ce documentaire, l'idée, c'était de faire une petite introduction pas trop lourde et de vous faire jouer pour l'introduction, pour voir vos connaissances sur l'égalité femmes-hommes et plutôt les inégalités femmes-hommes. Donc on va le faire assez rapidement, mais ça permet de mettre un peu une petite base de discussion. Alors du coup, moi, comme l'a dit Laïla, je suis Marielle Vallon, je suis la directrice du CIDF Océan. Juste pour une petite présentation rapide, mais... Le CIDF, c'est un centre d'information sur les droits des femmes et des familles, Phocéen. Je sais que c'est pas très facile. On va bientôt changer de nom normalement, comme beaucoup de gens. On est une association. On fait partie des vieilles associations, dans le sens où on existe depuis 50 ans. On fête les 50 ans cette année. Le réseau national. Le premier CIDFF est né dans les années 70, après les manifestations des années 60, féministes. Et il y a, alors sur le PowerPoint, je vois qu'il y a marqué plus de 100 CIDFF, on est un tout petit peu moins maintenant. Il y a eu des regroupements, mais globalement un par département. Et on est fédérés au niveau national, néanmoins on est tous indépendants. Donc on a tous un peu des fonctionnements qui sont aussi, on a des métiers de base et des fonctionnements un peu différents. Et nos missions principales, sont sur plusieurs thématiques. L'accès au droit, c'est la thématique principale pour laquelle on est agréé par l'État pour ça. Et du coup, on reçoit tout public de façon inconditionnelle et on informe les personnes sur leurs droits. Spécialement, on a une expertise notamment sur le droit de la famille,
sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et sur les droits des étrangers. Et notamment à Marseille, on est très spécialisé sur femmes étrangères, la question des femmes étrangères, droits des étrangers et violence. Voilà, le croisement des trois. Donc on intervient sur l'ensemble du territoire marseillais et sur d'autres lieux sur le département. Mais on est présent dans tous les pas mal de quartiers sur Marseille. On intervient beaucoup sur l'insertion sociale et professionnelle, et notamment l'insertion sociale et professionnelle des femmes, et notamment des femmes qui ont eu des ruptures de parcours professionnel dues à plein de raisons, la parentalité, les violences, la migration. On sait que les carrières des femmes sont plus fragmentées pour diverses raisons, et nous on travaille beaucoup cet aspect-là de l'élaboration du projet et la remobilisation sur du projet. Donc, comme je vous l'ai dit, on travaille beaucoup la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et on a un gros axe qui est sur la prévention et la sensibilisation. On intervient notamment au collège-lycée, en primaire aussi. Et après, on est organisme de formation, donc on intervient aussi pour former les professionnels sur ces questions-là. Voilà pour la présentation rapide. Maintenant, jouons. Alors, la question classique, mais qui est très compliquée en fait, je vous l'expliquerai après. Mais quel est selon vous l'écart de salaire moyen entre les femmes et les hommes? Alors, plusieurs propositions. L'idée, c'est que vous leviez les mains. Ceux qui pensent 12,4% lèvent la main. Ceux qui pensent 28,5% lèvent la main. Et ceux qui pensent 6,2% lèvent la main. Bon, alors tout le monde n'a pas joué, j'ai remarqué. Il y en a qui hésitent encore. Alors, la réponse est 28,5%. D'écart moyen. Alors en plus, je vais laisser les scientifiques qui sont à côté de moi en fait. Alors en fait, c'est un chiffre assez compliqué. Il y a beaucoup de chiffres sur les écarts de salaire. Là, on parle en fait la plus grande des inégalités. Et ça peut redescendre autour de 16%, notamment dans le secteur privé, et 12% dans le secteur public. La plus grande des inégalités, c'est l'inégalité du temps de travail. Les femmes ont majoritairement des temps partiels. Je ne vais pas déflorer, parce qu'après, il y a une question dessus. Mais du coup, c'est une des... Il y a beaucoup de différences dans l'emploi, mais une des différences majeures, c'est le temps de travail. Là, on parle de revenus moyens entre les femmes et les hommes. Après, si on commence à tout uniformiser en parlant en équivalent temps plein, ça veut dire pour 35 heures, voilà, on tombe à 16,5 dans le secteur privé, autour de 12,5 dans le secteur public. Et après, si on enlève, voilà, si on essaye d'égaliser sur pas mal on compare en fait des choses de plus en plus similaires. Mais dans les études qui montrent quand même que quand on a tout, même poste, même durée de travail et tout ça, on reste quand même à des différences de salaire inexpliquées autour de 7%. Entre 7 et 8%. Où là, c'est complètement inexpliqué pourquoi il y a ces différences de salaire. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, sans déflorer la suite? Non, je crois que tu as absolument... Moi, quand même, je rajoute juste mon petit grain de sel. C'est que souvent, quand on parle des inégalités de salaire, moi, ce qu'on me rétorque, c'est « Ah oui, mais c'est pas à travail égal ». Donc, si c'est pas à travail égal, ça se justifie qu'en moyenne, les femmes gagnent 28,5% de moins. Et donc, ce qui est important de souligner, c'est que oui, parce que les femmes n'accèdent pas aux mêmes emplois, n'occupent pas, ne choisissent pas. Donc, il y a des phénomènes d'inégalité qui tiennent aussi à des phénomènes de concentration des femmes dans certains secteurs, dans certaines professions. Il y a un moindre accès au temps plein, ou en tout cas un plus fort accès au temps partiel. Et puis, il y a à la fin des éléments qui restent et qui font qu'à travail égal, il n'y a pas salaire égal. Et ça peut relever de phénomènes discriminatoires. Et c'est de l'ordre, alors ça dépend des études, de ce qu'on prend en considération. Mais donc, ce phénomène de discrimination sur lequel on a tendance à vouloir concentrer l'attention, de vouloir dire que les inégalités entre les femmes et les hommes, ça relèverait de phénomènes discriminatoires. Ces phénomènes discriminatoires sont importants, mais ils n'expliquent pas la majeure partie des inégalités de salaire. Et donc, depuis 1972, il est écrit dans la loi... à travail égal, salaire égal. Oui, 1972, travail égal, salaire égal. Donc ça fait bientôt 50 ans.
Et à l'allure, d'après les études, ils disent qu'il faut encore 200 ans, hein, je crois. Alors, le World Economic Forum évalue, si les choses continuent comme ça, à ce rythme-là, 100 ans pour qu'on arrive à la parité. Tout domaine confondu. J'avais fait ma Marseillaise. Mais bon, on en reparlera dans 100 ans. Bon, je ne serai pas là, mais on en reparlera. Alors, justement, pour descendre un peu, effectivement, c'est ce qu'on disait juste avant, le temps partiel et l'accès à des temps pleins, et où le temps partiel subi ou demandé par les femmes, et on verra pourquoi aussi c'est demandé. Quel est le taux de femmes salariées à temps partiel contre celui des hommes salariés à temps partiel? 29,3% pour les femmes, 8,4% pour les hommes. 20,1%, ne vous laissez pas influencer. 20,1% pour les femmes, 19,3% pour les hommes. 10,3% pour les femmes et 15,4% pour les hommes. Alors, évidemment, c'est 29,3% pour les femmes actives. 29,3% des femmes actives sont à temps partiel. 8,4% des hommes actifs sont à temps partiel. Alors, dans les temps partiels, il y a celui qu'on subit et celui qu'on demande. Alors, on va dire effectivement que souvent, les femmes aussi demandent du temps partiel. Mais le facteur de demander du temps partiel, il est sur plein de raisons. Il est pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Et quand il s'agit de faire des choix, par exemple, dans un couple, de conciliation de vie personnelle et professionnelle, des enfants, et souvent, c'est le plus bas salaire qui va sacrifier le temps. Donc, c'est souvent aussi les personnes, les femmes qui vont majoritairement sacrifier leur carrière pour l'occupation des enfants. On le voit particulièrement dans toutes les entreprises, mais ça soit dans tous les types de postes en fait. L'arrivée d'un premier enfant, on voit que le temps partiel augmente. L'arrivée du second enfant, le temps partiel augmente. L'arrivée du troisième enfant, alors là on arrive à de plus en plus de temps partiel et majoritairement pris par les femmes. Alors les hommes prennent de plus en plus de temps partiel aussi, mais ça avance. Enfin, je ne sais pas si c'est une avancée, mais en tout cas, c'est très minime. Et en plus, alors ça, c'est sur le temps partiel choisi, entre guillemets, bien sûr. Après, il y a le temps partiel subi. On va retrouver les femmes dans beaucoup de métiers très féminisés, liés au care, notamment. Donc, tout ce qui va être lié au paramédical, au médical, au service à la personne. Et le service à la personne, typiquement, c'est des métiers où le temps complet est très très rare. Et du coup, voilà, on va retrouver toujours ces phénomènes où les métiers, il y a des métiers qui sont les métiers dits féminins, le plus féminisés, sont souvent aussi les métiers qui proposent des temps partiels. Donc, et ça, c'est un des phénomènes les plus, les plus complexes et c'est celui qui agit le plus sur ce qu'on a vu sur les écarts de salaire. Donc effectivement, quand on parle, avant de travailler la question des 8% où on ne sait pas vraiment ce que c'est, déjà arrivons à proposer à tout le monde de pouvoir accéder à un temps plein et rémunéré correctement. Alors, le souhait, moi, je n'ai pas de réponse à ça. Ça veut dire quoi, souhaiter vraiment? Alors ça, je l'ai exactement. Hop. Je profite, Marielle, que tu cherches les informations pour mettre plein de guillemets au choisi et au subi. Dans la mesure où on sait que les femmes, quand elles déclarent que le temps partiel est choisi, c'est en fait du temps partiel qui est parfois subi par le phénomène suivant, c'est qu'elles ont intériorisé le fait que la charge domestique et familiale pesant essentiellement sur les épaules, elles déclarent le choisir, mais en fait, d'une certaine manière, elles le subissent. Donc attention aux enquêtes qui collectent, et même des données d'enquête, donc les statistiques que Marielle va vous donner, sont à prendre avec d'extrêmes, ou pas,
en tout cas d'extrême précaution. Parce que quand on les interroge en face à face, voilà, le caractère choisi est très, très, très discutable. Oui, voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et là, je n'ai pas les stats exactes, mais 43% des salariés femmes ont envisagé de travailler à temps partiel à l'avenir pour mieux concilier leurs responsabilités familiales. Enfin, quand elles décident, en général, ce n'est pas pour prendre du temps pour elles, hein, c'est plutôt... voilà, c'est toujours dans un objectif de conciliation de la charge familiale. Et quand on voit comment ça augmente à l'arrivée du premier, du deuxième enfant, du troisième enfant, enfin, c'est quand même très très lié aux enfants. Et en général, quand on regarde les temps partiels, c'est rarement un vendredi. Hein. Les gens ils prennent pas leur vendredi, ils prennent quand ils sont jeunes. Après, là, il y a un phénomène. Alors là, je vais parler pas scientifiquement du tout, mais plutôt un phénomène d'employeur. C'est vrai que maintenant, on a beaucoup de demandes. Moi, dans le secteur aussi, de jeunes. Donc, il n'y a pas la question du temps partiel, les enfants et tout ça. De travailler moins et de travailler, d'avoir des horaires plus aménagés, de travailler des 28 heures pour avoir 3 jours de week-end et tout ça. C'est une demande qui arrive beaucoup. Moi, je vais beaucoup arriver là depuis 1 ou 2 ans. Alors, à étudier sur du long terme, si c'est et c'est pas forcément d'ailleurs filles ou garçons. Enfin voilà, c'est les demandes sont autant filles-garçons. Si ça tient sur le temps, et là on parle de gens qui n'ont pas d'enfants et tout ça, c'est voilà qui veulent consacrer un équilibre personnel entre le travail. Après, à analyser sur un temps plus long. Après, en général, les périodes de crise, ça cristallise les inégalités. On y reviendra sur la question d'après, hein, sur le travail domestique, mais enfin voilà, sur du long terme, à voir comment aussi l'étudier ce phénomène-là. Moi là, c'est juste du ressenti en tant qu'employeur depuis 1 an sur les nouvelles personnes qui arrivent et qui demandent de travailler chez nous, mais voilà, ça a que la valeur d'un ressenti. Ça bloque. Je laisse ton ordinateur. C'est parce que je suis sur les notes. Alors, quel est le temps consacré au travail domestique par les femmes et par les hommes ? 1 heure pour les femmes comme pour les hommes. Par jour. Travail domestique, c'est manger, c'est pas que passer la serpillière. Hein. On met beaucoup de choses dans le travail domestique. Et il y a les enfants. C'est juste pour vous rassurer. Donc 1 heure pour les femmes comme pour les hommes. 3h26, alors personne dit ça. 3h26 pour les femmes, 2 heures pour les hommes. 3h12 pour les femmes et 3h06 pour les hommes. Oui, c'était un peu facile, c'est vrai. Je devrais les changer, c'est trop facile. En fait, l'idée, c'est plutôt pour discuter. Effectivement, c'est 3h26, travail domestique et, pour les femmes et 2 heures pour les hommes. Alors ça, c'était aussi avant que le Covid passe par là. Par exemple, les confinements ont été très révélateurs de beaucoup de choses aussi. Et les temps ont explosé. Et pas explosé forcément pour les hommes. Ça a augmenté pour les hommes, mais ça a surtout augmenté pour les femmes. Notamment on a parlé de la 5e journée, quoi, des femmes, c'est-à-dire de s'occuper en plus de l'éducation des enfants, de leur faire leurs devoirs, en plus de télétravailler. Donc le temps évolue très peu. Globalement, les femmes passent de moins en moins de temps à faire le ménage ou les types liés au ménage, mais le temps des femmes évolue très peu. Celui des hommes, il augmente avec le temps. Mais souvent, l'augmentation est liée aux enfants. Donc, ils s'occupent plus de leurs enfants. On va être... voilà, c'est plus sur ce type d'activité. Et d'ailleurs, ça a été montré aussi sur les études et sur les études pendant le Covid. On a montré que, en fait, le temps des hommes augmentait dans la prise en charge des enfants, mais surtout sur l'aspect jeu, occupationnel, et finalement pas sur l'aspect obligation, devoir, contrôle,
médecins et tout ça. Donc même si ça commence, mais il y a des phénomènes d'équilibrage à certains endroits, en fait les équilibrages ne sont pas non plus sur la même chose. Et même les tâches sont genrées, c'est-à-dire que les tâches domestiques, c'est-à-dire qu'on va retrouver par exemple plus facilement les hommes dans le petit bricolage, voilà, l'exceptionnel, et les femmes plus nettoyer la salle de bain, les toilettes. Même les tâches, on voit que ce n'est pas les mêmes tâches qui sont partagées, quoi. Donc on est encore... Et en fait, pourquoi on en parle aussi énormément et par rapport au travail? Parce que c'est un des aspects aussi extrêmement importants quand on parle de conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Tant que le partage n'est pas égalitaire des tâches, fait que dans plein de boulot... la notion de réseau, par exemple, faire de son réseau, il y a plein de choses qui se passent dans des temps qui ne sont pas forcément entre 9h et midi et entre 14h et 17h. Et tous ces temps-là, en fait, ils sont souvent gérés, et on va le voir dans des métiers, notamment dans des hauts métiers, et tout ça, au poste, ils ne sont pas forcément gérés encore par les hommes dans le... Et là, on ne rentre même pas dans la question des familles monoparentales, majoritairement des femmes, 80% sont des femmes. Enfin, voilà, on rentre même pas dans là, on est encore... quand on parle de ça, on parle souvent de couple, quoi, où il y a quand même un partage. Donc c'est un des facteurs, un des leviers qui est important pour faire évoluer aussi dans le travail et le rapport au travail. Et donc là, vous aurez compris que dans ce champ-là, le champ privé, le champ domestique, le législateur ne peut pas grand-chose. Donc ce qui explique aussi les formes de... Malgré les propositions de Sandrine Rousseau, tout à fait. Mais l'arsenal législatif qui est très ancien, Vanessa rappelait que la première loi sur l'égalité salariale, ça a 50 ans, 1972, et les obligations qui sont faites aux employeurs sont nombreuses et toujours plus nombreuses. Mais là, on touche à l'organisation du travail, on touche au travail, mais on ne touche pas au champ de la famille, au champ du domestique. Et alors que... le bas blesse largement de ce côté aussi, et on comprend bien l'articulation entre les sphères domestiques et professionnelles. Et pour donner aussi un exemple, c'est que même dans certains pays, en fait, comme les pays du Nord, où par exemple le congé parental, paternité-maternité est le même, voire de 3, peut être, les pères peuvent prendre jusqu'à 3 mois de congé paternité. On se rend compte que même quand ils prennent leur congé, en fait, ils ne font pas les mêmes tâches que quand une mère prend son congé maternité. Ils ne sont pas dédiés non plus à l'enfant et au foyer. En fait, c'est aussi, voilà, c'est typiquement quelque chose qui a joué plus dans l'éducation. Là, on touche dans l'éducation, dans la capacité à faire évoluer les façons de faire, les façons d'équilibrer dans l'éducation entre nos filles et nos garçons, les tâches, quoi. Ouais, il y a encore... mais c'est un peu la conclusion, c'est quel est le montant moyen de la pension retraite des femmes ? 1924 €, 1356 ou 1145. Alors 1924 €, 1356, 1145 €. Tous, bravo. Et celle des hommes est de 1924 €. Donc ça dit quelque chose aussi, et c'est un peu la conclusion de tout ça, le temps partiel, les salaires beaucoup plus bas, des métiers moins rémunérateurs. Toute cette conclusion arrive aussi à des pensions retraite qui sont le travail, en fait. C'est pour ça qu'on parlait de travail domestique, c'est-à-dire que c'est un travail non rémunéré, hein, le travail domestique. On est dans quelque chose où on est effectivement... on a 1145 € de pension retraite pour des femmes en moyenne, et des femmes qui travaillent, hein, donc qui ont des retraites. C'est encore extrêmement bas. Ça augmente un peu. L'écart est quand même de plus de 40% entre les femmes et les hommes.
voilà, en fait, pour changer ça, il faut agir sur tous les champs avant. Voilà. Merci Marielle. Donc je passe la parole à Dominique pour la présentation du documentaire. Bien, bonsoir. Donc on va vous présenter en effet un petit film que nous venons donc de terminer et qui est le fruit d'une recherche sociologique où on a essayé de comprendre pourquoi, alors que les femmes sont désormais aussi diplômées que les hommes, et voire même plus au sein des nouvelles générations, chez les jeunes, alors qu'il y a de plus en plus, mes collègues l'évoquaient tout à l'heure, qu'il y a de plus en plus de lois qui obligent les entreprises à mettre en place des mesures pour favoriser l'égalité femmes-hommes, il existe toujours un plafond de verre, donc c'est une notion dont vous avez sans doute déjà entendu parler, donc un plafond de verre qui fait que les femmes sont de plus en plus rares au fur et à mesure que l'on monte dans la hiérarchie des entreprises notamment, pas seulement, mais des entreprises privées notamment. Alors quand cette recherche où l'on a rencontré une cinquantaine de femmes et d'hommes top managers dans des grandes entreprises, quand cette recherche a été terminée, donc on a fait quelque chose d'assez classique dans nos disciplines, c'est qu'on a rédigé un article dans une revue scientifique très sérieuse donc, qui s'appelle Socio-économie du travail. Mais on a voulu également partager nos résultats avec un public plus large. Donc on a conçu ce documentaire, on va appeler ça comme ça, qui dure 45 minutes, avec l'aide de Sabrina Nucci et de David Lucchini, qui, contrairement à nous, Vanessa et moi, sont des professionnels du cinéma. Et donc on va regarder ensemble ce film qui évoque donc ces difficultés des femmes d'accès à certaines fonctions. Et puis ensuite, on en parle ensemble, vous nous posez des questions, vous réagirez sur ce que vous voulez. Voilà, bon film. Ben voilà, je vais... Alors moi, je serais un peu mal placée pour en parler. Peut-être, on va déjà peut-être prendre des réactions dans la salle suite à ce documentaire qui se passe dans une entreprise, donc au niveau du top management, qui n'est pas forcément aussi exactement ce qui se passe au sein de plus petites entreprises. Évidemment. Oui, et on peut peut-être commencer vraiment par rappeler à tout le monde que ce sont des vrais entretiens, ce sont vraiment les mots qui nous ont été dits. McKinsey a vraiment été cité, hein, vraiment. Alors c'est dans une entreprise privée, ce sont dans des entreprises privées, donc il n'y a pas les mêmes questionnements que celles qui sont d'actualité. Mais donc ce sont vraiment des vrais entretiens qui effectivement concernent des top managers, hein, vous l'avez compris, à des postes à très haute responsabilité dans de très grandes entreprises. Alors, c'était juste une petite réaction à chaud, histoire de signaler donc, des mots qui ont résonné. J'ai beaucoup aimé le terme « encastré », des pratiques qui sont encastrées, c'est-à-dire tellement incrustées quelque part. Et ça, c'est comme la saleté, pour venir un peu à des pratiques domestiques. Hein, quand c'est vraiment incrusté, encastré, ben, c'est difficile, même si on récure profondément avec la petite éponge verte, là, ça part pas. Voilà, c'était une petite remarque anecdotique qui est liée à l'impression que j'ai retirée de ces belles images. Merci à vous. Oui, ce qu'on a voulu montrer, c'est que vraiment, dans ces entreprises, comme c'est dit en introduction, il y a beaucoup de velléité d'égalité, hein, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais voilà, le terme encastré, c'était vraiment pour montrer que c'est tout un système, c'est des choses qui sont pas que dans les entreprises, mais c'est tout un système qui fait que les choses se reproduisent quasiment à l'identique, malgré des volontés individuelles ou même des politiques d'entreprise assez fortes, et que pour que les choses changent,
va falloir beaucoup de temps sans doute, et une prise de conscience aussi, parce que bon, on voit bien que chez les personnes qu'on a interviewées, il y a des choses qui là aussi sont encastrées dans les mentalités, hein, des stéréotypes, des choses comme ça, avec beaucoup de bonne volonté sur l'histoire de la diversité qui apporterait beaucoup de bienfaits, parce qu'on est tous différents, etc. Mais derrière, ça charrie tout un registre de stéréotypes sur les hommes et les femmes. Voilà. Donc merci pour ce travail, pour ce film. Il y a quelques absences qui m'étonnent, en particulier l'absence de mention, à part une qui parle de blague de cul, de harcèlement, de domination à ce sujet. Et une autre chose aussi qui est la difficulté pour certains hommes d'obéir, on va dire, d'être dans une relation hiérarchique avec une supérieure qui est très présente dans l'entreprise. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'à ces postes-là, c'est moins fréquent que dans des entreprises, on va dire, plus artisanales. Mais je sais que les chefs d'entreprise se plaignent beaucoup de ça, du fait qu'il y a certains hommes qui sont complètement rebelles à toute autorité féminine. Voilà. Alors, quand on dit qu'on a rencontré 50 personnes, en fait, on a rencontré une centaine dans 4 pays. Là, il s'agit des entretiens français. Sur les deux notions, sur les deux faits que vous évoquez, d'abord sur le harcèlement sexuel, c'est quelque chose qui ne nous a jamais été raconté, jamais. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, alors que les femmes allaient assez loin dans la confidence, hein, et même on a fait avec d'autres collègues qui sont dans la salle d'autres entreprises il y a plus longtemps, et au poste de cadre en tout cas, ces choses-là ne nous sont jamais racontées. Voilà. Et sur les hommes qui se plaindraient de supérieures féminines, là c'est pareil. Alors soit parce que déjà il y en a peu, les hommes qu'on a rencontrés ont peu souvent, mais ça arrive hein, quand même, on peut souvent affaire à des femmes comme supérieures, mais il y a là pour le coup un discours très politiquement correct, comme quoi elles sont la plupart du temps supérieures. Il y a très peu de sexisme évoqué en tant que tel dans les entretiens, hein. Ils disent, vous avez vu, ils disent des choses très sexistes, mais sans avoir l'impression que ce soit le cas. Et donc là, ça serait plus apparent, et peut-être qu'ils ne le pensent pas, en tout cas, ils ne nous le disent pas. Je voudrais aussi ajouter que ce sont des entreprises qui sont dans des secteurs assez mixtes, toutes les entreprises dans lesquelles on a fait nos entretiens. Et donc, il peut aussi y avoir des dimensions d'effets sectoriels dans lesquels peut-être que ces types de comportements seraient plus présents. Donc, à la fois un effet niveau hiérarchique, à la fois un niveau sectoriel, et puis aussi, bien sûr, le fait que nos entretiens ne portaient pas directement sur ces questions-là, ce qui n'empêche pas que ça aurait pu venir, hein, bien évidemment. Ça n'est pas venu. Le fait que ce ne soit pas venu ne veut évidemment pas dire que ça n'existe pas. Oui, déjà, je voudrais dire merci. Je voudrais dire chapeau, parce que, en fait, c'est hallucinant ce que le film traduit de la réalité. Voilà, de la réalité de ces inégalités, de la façon dont elles sont intériorisées. Et voilà, et donc c'est vraiment, déjà bravo d'avoir réussi à transcrire ça aussi de cette manière-là. Les politiques de diversité, c'est vraiment tout change pour que rien ne change, et je ne pourrais pas m'exprimer publiquement sur le sujet de choses que moi-même j'ai effectivement pu traverser, rencontrer, y compris coproduire dans mon travail. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, y compris par les réseaux de femmes, d'entreprises, etc., qui existent, y compris ici dans notre région, dans notre département, dans notre ville. Et moi, du coup, la question que je me pose, c'est la diffusion de ce film. Donc, je ne sais pas si c'est la première ou pas, ok. Et comment vous envisagez sa diffusion, parce que, bon, évidemment, dans les entreprises, ça pourrait être
absolument très intéressant, n'est-ce pas? Peut-être très très difficile. Je pense qu'un certain nombre d'entreprises n'y sont pas prêtes, vraiment pas. Mais peut-être qu'il y a d'autres d'autres réseaux, justement, etc., qui pourraient, avec lesquels ça pourrait être intéressant de partager. Oui, merci. On ne sait pas quoi vous répondre, en fait. C'est la première, oui, ce soir. On sait que les recherches dont on vous parlait, qui est plus large, hein, il y a aussi pas mal d'autres choses, notamment statistiques, économétriques. Enfin bon, c'est un gros projet qui a duré 4 ans. C'est financé par l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche. Et on clôture cet ANR à Paris dans 1 mois ou dans 3 semaines. Et on a fait ce document dans 1 semaine. Ah oui, voilà, dans 1 semaine. C'est bientôt fini. Et on va le diffuser, ce documentaire, enfin ce film, on l'a fait pour cette occasion-là où on invite plein de gens, tout ça. Et là, aujourd'hui, on était très contente de pouvoir... Et la suite, on ne la connaît pas. On sait qu'on voudrait faire un format plus court, peut-être pour voir même des spots sur les thématiques, puisque vous avez vu, c'est découpé en petits chapitres. Voilà, on ne sait pas. Et bon, je ne sais pas si on... On est tout à fait intéressé à le diffuser. Et voilà, donc on peut tout à fait... Enfin voilà, s'il y a des personnes qui pensent qu'il y a des espaces, des lieux où on pourrait le diffuser et nous venir en parler, on sera heureuse. On ne l'a pas fait pour le garder de manière... C'est voilà, bien au contraire. Oui, donc d'abord pour vous remercier pour ce très beau film. Et pour rebondir sur la question précédente, c'était donc il y a la question de la diffusion, notamment en entreprise. Et au premier chef, est-ce que vous envisagez de le montrer dans les entreprises où vous avez réalisé vos entretiens? Alors, on a eu pas mal de soucis avec certaines entreprises quand on a fait d'abord l'article dont je vous parlais tout à l'heure. On avait une convention avec elles et on a été obligé de modifier pas mal de choses parce qu'elles craignaient fortement, dans l'article donc, craignaient très 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 fortement d'être reconnues en fait. Parce que la conclusion de tout ça, c'est pas très joyeux pour les entreprises. Donc on n'a pas été censuré, mais il a fallu vraiment qu'on retravaille beaucoup les métiers, les noms, etc. Enfin bon, beaucoup de choses quand même pour que l'entreprise en question ne soit pas reconnue. Là, dans le film, on a encore plus noyé le poisson. On ne fait pas figure des métiers. Les entreprises concernées ne sont absolument pas reconnaissables. Est-ce qu'on va le diffuser dans les entreprises où on est allé? C'est pas sûr, je n'en sais rien. On va leur proposer, mais on verra. On verra. En tout cas, les responsables diversité qui nous ont commandité, enfin qui nous ont ouvert leur porte pour qu'on puisse travailler, je pense que nos conclusions vont pas trop les satisfaire. Mais c'est une belle discussion. Ouais, justement, je voudrais vous interroger sur la diversité contre l'égalité. Est-ce que visiblement, McKinsey pousse les comités exécutifs à la diversité, à la performance. Après, on peut imaginer que ces personnes qui sont dans les comités exécutifs vont mettre en œuvre aussi cette façon de voir les choses dans leur entreprise. Mais du coup, est-ce que vous avez pu avoir accès à des statistiques sur comment évoluent les salaires, par exemple, l'égalité salariale, l'égalité sur le temps de travail dans ces entreprises? Est-ce que cette façon de voir les choses, ce n'est pas une manière justement d'attirer l'attention sur la diversité et de gommer les problèmes fondamentaux quand on travaille, c'est de gagner sa vie, l'égalité salariale, etc. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Je ne suis pas sûre d'avoir... Bon, mais moi, je vais répondre, ça va répondre en partie, après je te laisserai sur les salaires peut-être et les stats. Ce qui est clair, c'est que pour les gens dans les entreprises, ceux qui essaient de mettre en place les politiques d'égalité, la notion de diversité et ces résultats soi-disant scientifiques qui montrent que la mixité engendrerait de la performance pour l'entreprise, même si elles n'en sont même pas elles-mêmes convaincues toujours, elle nous disait que c'était comme ça qu'elle faisait passer les choses, parce que c'était vendeur en fait pour les dirigeants des entreprises de dire que plus de femmes c'est plus de performance. Donc
En fait, elle s'en fichait un peu de savoir si c'était vrai ou pas, mais en tout cas, c'était un moyen pour elle, enfin je dis elle parce que souvent les responsables de diversité sont des femmes, ce qui en dit long aussi sur le sujet. C'était une façon, voilà, de vendre, entre guillemets, l'égalité. Voilà. Pour les stats. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais est-ce que la question, c'est de dire, est-ce que, en effet, ces pratiques en faveur de la diversité sont efficaces? Est-ce que c'était ça la question ou pas? C'est-à-dire dans les chiffres, est-ce que du coup les femmes sont mieux rémunérées, on a une Oui, voilà. Est-ce que on parle de l'égalité des femmes et des hommes dans le monde du travail, mais le premier moyen de vérifier s'il y a une égalité, c'est voir les conséquences sur les salaires, voir les conséquences sur la vie au travail, sur Voilà, donc très bien. Donc, deux réponses à cela. La première, que je trouve très intéressante, c'est que toutes les études sur le sujet de l'efficacité de ces politiques de la diversité ne cherchent pas à montrer ça. Elles cherchent à montrer que c'est plus de performance pour l'entreprise. Et la manière dont elles cherchent à le montrer est très discutable méthodologiquement. C'est-à-dire que vous avez des études, les études de McKinsey, là, qui vous montrent que dans les entreprises les plus féminisées, on a un chiffre d'affaires plus élevé, que dans les entreprises plus féminisées, on a une meilleure cotation en bourse. Mais plus féminisé, ça veut dire plus de femmes dans les postes à haute responsabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas l'effectif global, hein, c'est tout en haut. Je ne sais pas moi par quel mystère, le fait qu'il y ait plus de femmes dans un comité exécutif ou à des postes de haute direction, ça entraînerait plus de chiffre d'affaires. Enfin, j'ai beau chercher désespérément, je ne vois pas pourquoi. Et donc ces entreprises oublient un argument, c'est qu'en fait, c'est des histoires de secteur d'activité, c'est des histoires de domaine qui font qu'on a plus ou moins de chiffre d'affaires. Et que du coup, il y a plus ou moins de femmes dans ces postes-là parce qu'on est dans ces secteurs-là. Donc il y a tout un phénomène caché qui est allié à la présence plus ou moins importante des femmes, qui est complètement tue. Et donc, la deuxième critique qu'on peut leur faire, c'est bien sûr, au lieu de montrer, est-ce que concrètement, dans ces entreprises-là, on tend à avoir une convergence des niveaux de rémunération, avoir une convergence des occupations, des différentes fonctions? Et pas du tout. Dans les entreprises qu'on a étudiées, quand on regarde tous leurs rapports annuels, on a été étudier ça d'assez près. C'est là-dessus on a été un peu censuré, on nous a coupé, vous n'avez pas le droit de le dire, parce que des rapports annuels sont publics. Donc nous, on a été chercher ce qui était du domaine public. Et donc dans toutes, qui sont vraiment des entreprises hyper proactives et qui ont toutes des responsables diversité depuis très longtemps, on observe toujours des inégalités de rémunération, et ces inégalités grimpe à mesure qu'on monte dans les niveaux de hiérarchie de l'entreprise. Et on observe une très forte ségrégation, c'est-à-dire qu'on a en effet de plus en plus de femmes dans les postes à responsabilité. Oui, en marketing, en RH, mais dans les fonctions logistiques, dans les fonctions financières. Là, c'est les hommes. Et puis, dans ces entreprises, on va aussi observer que, vous l'a montré avec la pyramide, là, au tout début du documentaire, ce qu'on observe, c'est qu'on a ce phénomène de plafond de verre. Donc, ce que j'ai évoqué là, les histoires de fonctions qui ne sont pas les mêmes, c'est ce qu'on appelle les parois de verre, les murs de verre. Et donc, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a ce phénomène de plafond de verre. Donc, vous avez, par exemple, donc dans les entreprises du CAC 40, 38% de femmes dans l'effectif global, et puis il n'y en a plus que 2,5 en moyenne dans les comités exécutifs. En revanche, quand on met en place des quotas, en France, il y a une politique d'obligation de 40% de femmes dans les comités d'administration. Et bien là, on a dépassé le chiffre. Donc, quand on nous dit que les quotas ne servent à rien, bah oui, la force des chiffres, c'est quand même d'être un peu intraitable. Et oui, quand les quotas sont mis en place, on atteint plus de 40%. Dans les comités exécutifs où aucun quota n'a été mis en place, ça vient de passer là. Il y a maintenant un quota qui a été mis en place. Alors, il est assez bas, mais il y a un quota de 28%, je crois, de femmes dans les comités exécutifs. On peut espérer qu'on va réussir à l'atteindre. Mais sans quota, tout seul, bah non, ça ne se fait pas. Oui. Bonsoir. Moi, je me posais la question du choix d'aller rencontrer des entreprises. Pourquoi pas le milieu du public, la fonction publique, qu'elle soit territoriale, d'État ou encore hospitalière? Est-ce que c'est parce que c'est censé être un milieu où il y aurait moins d'inégalités? Et est-ce que vous savez si les phénomènes constatés ou qui ont été illustrés dans votre film se retrouvent également dans l'emploi public?
Alors, je vais faire 2 choses. La première, je vais répondre en partie, puis je vais donner un petit peu la parole à Leïla Bécart. La première chose, et peut-être à Dominique, bien sûr, si tu veux compléter. La première chose, c'est que la motivation première, elle s'explique non pas par une volonté d'aller voir ce qui se passe dans le privé et pas dans le public, mais par le dispositif global de la recherche qu'on évoquait, qui est une recherche sur 4 ans, enfin même 5 finalement, qui avait comme angle d'attaque un peu original de dire on va regarder des entreprises de secteurs comparables présentes dans les 4 pays qu'on veut étudier. Et donc forcément des entreprises privées parce que les fonctions publiques sont trop différentes. Donc là, on voulait vraiment des entreprises qui soient... on ne voulait pas qu'il y ait d'effet entreprise. Donc essayer de le neutraliser le plus possible en ayant des mêmes secteurs d'activité, des mêmes tailles, et donc qu'elles soient toutes dans le secteur privé. Et donc que ce soit des grandes firmes internationales, en fait. Alors, moi, je ne suis pas forcément une grande experte de l'emploi des hommes et des femmes, des femmes et des hommes dans la fonction publique, mais cet après-midi, je me suis quand même posé la question si on pouvait réagir, puisque... Alors, j'avais quelques chiffres. Dans la fonction publique, qu'est-ce qui se passe, effectivement? Donc, a priori, il y aurait simplement 18% de femmes cadres dans la fonction publique. Et les inégalités de salaire seraient à peu près entre les hommes et les femmes d'un différentiel de 15%. Donc, les femmes toucheraient à peu près 15% de moins que les hommes. Donc, on revient aussi sur ces notions de plafond de verre ou de parois de verre aussi, ou peut-être même, j'ai même vu une notion de plancher souillant, de plancher collant. Hein, voilà. Donc, on pourra le définir peut-être un peu plus pour les autres professions. Et alors après, a priori, dans les grands postes, souvent, on a plus de 90%. Alors, on va prendre les postes de DGS, donc Direction Générale des Services, et DGA et directeur. Donc, à peu près 95% des hommes seraient DGS et 95% des DGS sont des hommes et 89% des DGA sont des hommes. Et souvent, les attributions aussi qu'on va retrouver pour les femmes DGA, on va les retrouver dans d'autres stéréotypes, en fait, dans une autre distribution, en fait. On retrouve souvent 40% des femmes aux ressources humaines, 30% à l'éducation, 28% à la solidarité. Et il reste des chiffres, des bas chiffres. 2% des femmes, par exemple, ça serait pour les services techniques, et 5% en infrastructure de route. Donc, au-delà du fait qu'il y a une différence déjà entre les postes de direction, il y a aussi une différence dans la distribution qu'on peut avoir. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs aussi dans les tâches domestiques, parce que les tâches domestiques peuvent être qualifiées aussi différemment entre les hommes et les femmes en fonction. Voilà. Grosso modo. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé ce qui se passe à l'université. Non. Il y a des statistiques en ligne qui sont assez intéressantes. Et en particulier, j'ai regardé le pourcentage de professeurs par rapport aux maîtres de conférences selon les disciplines. Et c'est assez amusant parce que ce n'est pas un effet de biais femmes et sciences, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plus d'accès aux femmes ou aux hommes dans cette discipline, puisque c'est un ratio maître de conférence professeur. Donc on est à peu près, on a une analyse qui est pas biaisée par le genre et les sciences, et on trouve plus de professeurs femmes dans des matières, par exemple de gestion, que dans des matières scientifiques. Et ça, je n'ai pas réussi à l'expliquer. Je ne sais pas si vous avez le début d'une explication là-dessus. Est-ce qu'on retombe sur le biais RH logistique? Sauf que là, en plus, c'est vraiment... voilà, je ne sais pas comment ça peut s'expliquer. Comment ? Ah non, mais là c'est pas la question de savoir s'il y a plus d'hommes ou plus de femmes, c'est le pourcentage. Donc de toute manière, même s'il y a moins d'hommes, moins de femmes en sciences, en plus, le pourcentage parmi ces gens-là qui accèdent au rang de professeur est inférieur que dans d'autres matières. Voilà, bon. C'est une remarque en passant. Je voulais juste rebondir aussi sur la question, et là pour peut-être le secteur un peu... en fait, c'est effectivement le top management, mais on pourrait presque le dupliquer dans beaucoup de secteurs et pas forcément sur le top management. Et notamment, par exemple, si on prend le grand secteur social, qu'il soit associatif, qu'il soit privé, on va retrouver les mêmes stéréotypes
Et la question, pareil. Et même nous, on intervient auprès de lycéens, collégiens. Et la question de se dire que les femmes, elles sont beaucoup plus minutieuses, que les femmes, elles savent mieux, elles ont une façon de manager qui est différente des hommes, on met des qualificatifs aux femmes et aux hommes, l'autorité c'est les hommes et tout ça, elle revient dès le primaire. Enfin, tout le monde, on est tous empreints de ces stéréotypes, donc en fait, tout ce qu'on entend là, on l'entend dans plein de secteurs, plein de domaines, c'est assez universel en fait, même si c'est le top management dans des grandes entreprises privées. Et par exemple, on voit aussi dans les effets, dans le social, qui est plutôt féminin, dans les équipes, dans les endroits où, mais par exemple, le truc très féminin, les crèches, au moment où il y a des hommes, ils vont quand même accéder beaucoup plus rapidement, par contre, à la direction, sur des métiers, par exemple, d'éduc, et il y a quand même une progression aussi hyper rapide quand on est un homme par rapport à des métiers qui sont dits féminins où les femmes sont majoritaires, quoi. Donc en fait, on peut transposer un peu tout ce qui s'est dit et tout ça très 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 jeune. Oui, alors d'abord bravo, parce que je trouve que c'est génial. En fait, réussir à rendre compte de la complexité d'un travail scientifique sans rien, c'était précisément sur la complexité, je trouve que c'est vraiment super. J'avais juste deux petites remarques. La première, un peu intersectionnelle, à propos de la diversité. Les femmes qu'on voit sont quand même très blanches, très valides. Et donc je me demandais si vous aviez été confronté aussi à ce problème du cumul de handicap chez les femmes. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'était si vous pouvez nous dire 2-3 éléments sur la dimension comparative que vous avez fait. Est-ce que les constats sont les mêmes voilà. Et est-ce que vous avez des pistes d'amélioration, hein? Pensons-y. Alors, nous n'avons rencontré que des femmes très très blanches, d'origine sociale plutôt élevée, enfin voilà, et dépourvues de handicap, en tout cas apparent. Voilà, ça c'est une première chose. En revanche, les hommes, il y avait un tout petit peu plus de diversité, mais enfin bon, voilà, sur 100 personnes, il n'y avait vraiment pas. On était plutôt sur des personnages blancs d'origine sociale élevée, et voilà. Sur la comparaison européenne, alors ce travail sur les résistances, celui qu'on vous a montré, pour l'instant, on a surtout exploité le corpus français. Ce qu'on a comparé, ce sur quoi on a travaillé en comparaison sur les 4 pays, alors pour les 4 pays, c'était donc la France, la Suisse, le Royaume-Uni et la Suède. Et on avait très envie de voir ce qui se passait en Suède, puisque le modèle suédois est plutôt montré comme quelque chose, sinon d'idéal, mais en tout cas de très avancé par rapport à notre situation. Et il s'est trouvé qu'en fait, il y a peu de différences. C'est ce qui nous a le plus étonné, en fait. C'est l'homogénéité des conclusions qu'on peut tirer dans les 4 pays sur ces questions-là, y compris en Suède. Même si, les différences qu'on a constatées, c'est plus au niveau des difficultés plus ou moins grandes de conciliation, entre guillemets, famille professionnelle et non professionnelle, qui sont un petit peu plus facilitées en Suède, par exemple. Alors l'extrême étant le modèle suisse, où là, on est vraiment dans une société un petit peu comme en Allemagne, en tout cas jusqu'à un certain temporalité, où il y a vraiment très peu d'aide collective, d'aide à la petite enfance, de garde de à petite enfance. Il n'y a même quelquefois pas de cantine, même dans les écoles primaires, les collèges et les lycées. Donc les enfants, il faut bien qu'ils mangent, et donc qui les fait manger, c'est souvent compliqué pour les femmes suisses qui sont très 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 souvent à temps partiel, même parmi les 4. D'ailleurs, on a eu du mal à trouver des femmes top managers en Suisse. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Voilà. Ah oui, alors en Suède, ce qui était intéressant, c'est que les entreprises qu'on a rencontrées ont leur siège social en France.
Et donc les quotas qu'elle préconisait, c'était par exemple 30% de femmes senior managers, etc. Donc ils avaient des quotas comme ça qu'ils essayaient de mettre en place. Et en Suède, ce qui nous a fait rire, c'est que dans les entretiens, dans plusieurs entretiens, il a dit mais 30% en fait, c'est pas la mixité. Pourquoi 30%? Ça leur paraissait quand même un petit peu. Donc ils sont quand même beaucoup plus avancés que nous sur ces questions-là, notamment sur les histoires de quotas. Mais quand même, globalement, si on doit résumer l'ensemble des résultats, on était vraiment très étonnés par le manque justement de différences au sein des 4 pays. Alors, c'est vrai qu'on était dans des entreprises, on était sur des entreprises déjà françaises, mais quand même avec certains secteurs, comme le disait Vanessa, il y a peut-être justement un effet entreprise tel que les disparités de contextes nationaux disparaissent un peu. Ça, c'est peut-être le biais de notre étude. Non, juste ajouter un mot que c'est surtout dans le travail qualitatif, hein, avec ce corpus d'entretien qu'on a conduit dans les 4 pays, où il y a une convergence dans les discours et dans les vécus. En revanche, par ailleurs, on fait aussi beaucoup de travaux, donc plus dimension statistique, dimension quantitative. Là, des différences, on en observe, hein, bien évidemment. C'est pas du tout la même histoire, il ne se passe pas du tout les mêmes choses d'un point de vue statistique, globalement, dans ces 4 pays. Et on retrouve dans les statistiques assez classiquement la catégorisation de ces 4 pays avec le modèle plus égalitaire suédois, le modèle plus libéral britannique, assez conservateur suisse, enfin, voire très conservateur suisse, et la France qui est toujours un modèle un peu hybride, à l'intersection de tout ça, où on essaye toujours de faire un petit peu, de ménager la chèvre et le chou, être une super femme au foyer, une super maman, et en même temps une femme active exemplaire, donc avec toutes ces tensions et ce que ça peut supposer aussi. Voilà, donc je voulais juste préciser ça. Sur les préconisations, juste peut-être, Dominique, je suis sûre que tu adores cette question. Alors évidemment, notre première préconisation, c'est toujours le congé parental. C'est-à-dire pas le congé parental, le congé paternité obligatoire et de même durée pour les hommes. Enfin, paternité et obligatoire et de même durée. Ça, c'est la préconisation, hein, vraiment la plus fondamentale. Et après, pourquoi? Ah oui. Est-ce la peine de préciser? Un peu plus effectif dans les premières années de la vie des enfants, ça peut peut-être favoriser ensuite un équilibre un peu plus harmonieux au sein des familles dans les répartitions des tâches domestiques et parentales, et donc après une charge mentale, etc. Donc on peut supposer ça, et puis on peut supposer aussi que quand les entreprises recruteront un jeune homme comme une jeune femme, ils auront le même risque, entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui s'absente s'il y a une naissance. Et puis la même rupture dans la carrière. Voilà, ça égalise beaucoup de choses, le fait de... Mais c'est pas le... T'en avais d'autres, des préconisations? Oui, non, mais il y a une question... Ouais, mais du coup, ça fait référence à ça, mais aussi aux quotas dans les comités exécutifs et le fait aussi que ça arrive très jeune, en fait, ces aspects-là. On en revient à la même chose de ce qu'on discutait au début. Ça se joue dans l'éducation et donc dans la sphère privée. Donc là où le bas blesse, parce que pareil, le réseautage, c'est pareil, un homme qui se sent plus proche d'un homme parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques, les mêmes caractères. Ça se joue aussi dans l'éducation, des petits garçons notamment, et des petites filles aussi d'un autre côté en fait. Oui, alors oui, bien sûr, mais... Moi, j'aimerais qu'on arrête aussi de toujours tout faire reporter sur la sphère privée et cette dimension éducative dans les familles. Alors déjà parce que je pense qu'il y a aussi une dimension éducative qui devrait être portée par l'école, qui pourrait être portée par l'école. On a vu, hein, quand il y a eu une velléité politique de mettre en place les ABCD de l'égalité, souvenez-vous du tollé que ça a été, c'était incroyable les réactions. Et puis par ailleurs, il ne faut pas exonérer les entreprises non plus de leurs actions et de leurs inactions, parce qu'elles font plein de choses, mais... Enfin, on a un des témoignages qui est exemplaire. Oui, c'est super, les paniers repas en bas de l'immeuble. Non, c'est pas de ça dont on a besoin. Donc déjà ça, et puis aussi remettre en cause ces codes masculins, pour de vrai.
Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce présentéisme, de cette obligation d'être dans l'entreprise de telle heure à telle heure? Est-ce qu'on a vraiment besoin, pour prouver sa compétence, qu'on est capable de partir 4 mois loin de chez soi? Enfin, tous ces codes-là, ils ne sont jamais remis en cause. Alors ça, oui. Oui, ça c'est aussi une... Pardon. Non, parce que les hommes auraient besoin d'empathie. Merci pour ce documentaire, j'ai trouvé vraiment super et j'aimerais bien pouvoir le présenter à des étudiants d'abord, donc on en parlera plus tard, mais ça m'a suggéré, sans prolongement de ce que tu as dit Vanessa sur l'école, je pense que ça serait bien qu'il soit diffusé dans les écoles qui forment ce genre de cadres, parce qu'elles ont souvent une espèce de discours en faveur de l'égalité, mais bon, pour les avoir vus fonctionner aussi de temps en temps, je trouve que dans la pratique, on en est très très loin. Je pense que donc elle serait d'accord pour le diffuser, parce que ça va dans le sens d'un discours, d'une volonté qu'elles ont, mais que ça surprendrait plus d'un, ça pourrait peut-être aider. Ensuite, je voulais dire que j'ai bien aimé ce travail sur le top management. Je trouve que ça met bien au jour les stéréotypes, mais je trouve qu'on voit moins bien dans le documentaire. Alors j'avais une question, est-ce que c'est un choix de scénario? Est-ce que c'est un effet de l'enquête ou de ce milieu? Je trouve que finalement, on ne voit pas tant que ça les charges parentales dont on parle ici dans la discussion. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement évoqué en fait, par les enquêtés. On a un petit peu les horaires, les enfants malades, mais pas tant que ça finalement. Alors est-ce que c'est donc un choix? Est-ce que c'est parce que c'est un milieu finalement de classe supérieure où au fond ces tâches elles sont quand même assez facilement déléguées, hein, je pense par rapport à d'autres milieux où justement on aurait parlé que de ça, alors que là on parle que de carrière. Voilà. Et puis enfin, la troisième remarque aussi sur ces organisations très très hiérarchisées, je trouve que je me pose une question aussi, est-ce que cette masculinisation des postes au top ne va pas avec aussi une féminisation de tous les subordonnés auxquels ils ont affaire, et donc une assimilation finalement de la femme à la subordonnée, à l'exécutante, qui fait que, qui contribue aussi à construire ce stéréotype. Et donc c'est pas une solution, mais enfin disons que si ces postes de subordonnés, si les employés étaient plus masculins, peut-être que de fait on aurait plus facilement aussi des cadres au top féminins. Sur la première question, si, c'est très évoqué, même si en effet ces femmes délèguent beaucoup, d'autres femmes en général, enfin même quasiment tout le temps, elles ont quand même la charge de l'organisation, elles ont quand même, et c'est beaucoup évoqué en effet. On a essayé de le montrer un petit peu dans la première partie du documentaire, mais on voulait, comme c'est quelque chose qui est quand même su, qui est quand même, c'est quand même un sujet qui est pas mal connu par beaucoup de monde. On a voulu, on a privilégié dans le temps, parce qu'on voulait pas que ce soit trop long non plus, justement les choses un peu plus qui sont liées à l'entreprise, à ces phénomènes donc encastrés, la gestion des carrières, etc. Donc c'est vrai que c'est une volonté de notre part d'avoir peut-être accès un peu plus là-dessus, tout en quand même, il nous semblait, parce que c'est énorme quand même, hein, quand elle dit qu'elle fait 8h, 22h, elle fait 8h, 22h et elle n'est pas la seule, quoi. Hein, elle est vraiment emblématique de beaucoup de femmes à ces postes-là, hein, et d'hommes d'ailleurs. Hein, voilà, ça c'était la première chose. Donc oui, c'est très présent quand même. Ensuite, il y en avait deux autres. T'as suivi, Vanessa? Ouais, et la deuxième, c'était... Ah oui, donc d'accord. Oui, alors là, les écoles, pour avoir donné quelques cours à Subdeco à l'époque, je leur parlais de différences, d'inégalités sur le marché du travail entre les femmes et les hommes. Vous voyez pas de quoi je parlais, quoi. Donc après, quand elles rentrent dans l'entreprise, malheureusement, elles prennent la mesure des choses. Et s'il y avait plus de subordonnés hommes, bon, il y en a quand même. Ils sont pas tous, mais peut-être, oui, en effet, qu'on est sur des modèles très classiques de subordination et de domination de genre. Hein.
Juste sur ce point, j'avais vu on avait rencontré un jeune homme qui faisait une thèse à l'époque, tu te souviens, dans le réseau régional égalité femmes-hommes, Raymondi, il s'appelait, je me souviens plus de son prénom, absolument, qui faisait une thèse sur ça et qui avait fait un test où il demandait aux personnes quelles étaient les caractéristiques féminines, quelles étaient les caractéristiques masculines, quelles étaient les caractéristiques d'un bon ou d'une bonne subordonnée, quelles étaient les caractéristiques d'un bon ou d'une bonne leader. Il y avait un match parfait entre les caractéristiques féminines et les caractéristiques d'une bonne subordonnée, et les caractéristiques d'un homme et les caractéristiques d'un bon leader. Mais ça matchait, c'était incroyable. Il avait interrogé un nombre de personnes assez important. Donc oui, il me semble que, évidemment. Et du coup, je vais aussi rebondir sur une autre préconisation. Moi, il me semble qu'on va beaucoup... Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour attirer les femmes vers les métiers d'hommes, vers des formations masculines. Beaucoup moins de choses sont faites pour attirer les jeunes garçons, les jeunes hommes et ensuite les hommes vers les filières féminines, vers les professions féminines. Et peut-être qu'on gagnerait aussi, non pas à plus de mixité, parce que nous, ce qu'on montre dans nos statistiques, c'est que dans les professions mixtes, contrairement à ce qu'on pense, c'est là que c'est le plus dur en fait pour les femmes, parce que du coup, elles se retrouvent d'autant plus en concurrence avec les hommes, mais que, par contre, une évolution des représentations, qui, évidemment, ce que je vois, ça vient perturber ce que je pense, et donc, effectivement, s'il y avait plus d'hommes et de femmes à différents échelons, etc., ça agirait favorablement pour les femmes et les hommes. Faisons de la discrimination positive pour les hommes dans les métiers des femmes. Prenons-le comme ça. Ils sont déjà très favorisés dans ces professions. Mais il y a ce qu'on appelle l'escalator de verre, on n'en a pas parlé de celui-là. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, que même dans les métiers féminins, ils accédaient beaucoup plus vite que les femmes. Mais peut-être que pour y rentrer, c'est peut-être, je ne sais pas. Ah, ils y rentrent très bien. Oui. Sur ces choses-là, d'ailleurs, qui sont dites des métiers féminins ou des métiers masculins, peut-être que la préconisation la plus évidente, ce serait de s'interroger sur effectivement ce qu'on considère comme féminin et masculin à l'intérieur de nous et à quel point on est prêt à se demander effectivement si l'empathie c'est féminin, si la force c'est masculin, si la domination, etc. etc. Ces choses-là relèvent à mon sens de l'école. Moi, il y a deux inégalités qui me marquent particulièrement. L'endroit où il y a le plus d'hommes et le moins de femmes, c'est la prison. Il y a 95% d'hommes en prison. Et quand vous demandez aux juges si c'est parce qu'ils sont plus punis, ils vous répondent très simplement non, les femmes sont nettement moins délictueuses. Donc les femmes, est-ce que c'est ça leur caractéristique principale? Peut-être, en tous les cas 95-5%, ça s'interroge. Il y a une autre chose qui m'a frappée aussi, c'est les différences de salaire hétérosexuels, homosexuels, qui sont pas du tout celles qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que si on prend les hommes hétérosexuels, les hommes homosexuels, les femmes hétérosexuelles et les femmes homosexuelles, ceux qui gagnent le plus sont très clairement les hommes hétérosexuels. Ensuite, ce sont les hommes homosexuels. Ensuite, ce sont les femmes homosexuelles. Et ensuite, ce sont les femmes hétérosexuelles. C'est-à-dire que c'est clairement la famille, les enfants qui font les différences de salaire si on regarde ça. Et le fait effectivement d'être libre de famille, ce qui est le cas généralement des hommes homosexuels, généralement, ne les fait pas passer par-dessus les hommes hétérosexuels. En revanche, les femmes homosexuelles qui ont moins souvent d'enfants que les femmes hétérosexuelles se retrouvent en position de gagner mieux leur vie assez nettement. Vous avez une réaction là-dessus? Non, c'est des travaux passionnants. Il y a aussi pas mal de travaux, notamment d'Emmanuel Bobatti actuellement, sur la question des transgenres, où on peut voir aussi comme ça des parcours féminins selon qu'on est des trans-femmes ou des trans-hommes. Et on retrouve là aussi les rapports de domination qui sont assez impactants en termes de... Moi, ce qui m'a frappée, c'est finalement ces femmes, elles les expliquent, quelles sont leurs situations, comment elles se battent, mais je les trouve au fond très, elles acceptent et elles s'adaptent. Et je me demandais du coup s'il n'y aurait pas... Alors, quels moyens elles ont de dénoncer dans l'entreprise ce qu'elles vivent, ce qui est anormal, parce qu'il y a des risques à ça.
Surtout quand on est cadre, parce que quand on est cadre, on est censé ne pas compter ses heures, on est censé, selon son contrat de travail, on est tenu à des objectifs, à des résultats, etc. Mais puisqu'on se pose la question de comment dire, justement, de la façon comment on peut agir vis-à-vis des entreprises qui entretiennent ça, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre en place quelque chose qui leur permette justement, qui les protège par rapport à ce qu'elles pourraient dénoncer et comment dire, les soutenir d'une certaine façon. On les sent fragiles par rapport à ça, et elles le sont. Et le comble, c'est qu'effectivement, elles souffrent, on s'entend cette souffrance, elles s'adaptent, et le comble, c'est qu'elles, en fin de compte, elles continuent à appliquer ces clés qui sont les clés d'un monde d'hommes. Et ça vaut pour tout, parce qu'elles aussi, elles font plus d'heures, même dans leur façon de s'habiller, au fond. Quand on voit la veste de costume qu'utilisent les femmes cadres et que nous utilisons souvent, c'est une veste d'homme. La tenue est une tenue d'homme. Voilà, donc moi, c'est un peu la question que je me pose. Est-ce qu'il ne faut pas, effectivement, imposer aux entreprises des quotas, mais un moyen pour elles aussi d'être entendues et d'être entendues sereinement, sans se dire, mais je vais perdre mon job, je vais me faire licencier, quoi. Il y a peut-être quelque chose à inventer, à mettre en place. Je ne sais pas, qui les soutient, qui les aide? Alors, deux choses. Qui les soutient, qui les aide, dans ces entreprises, il y a des réseaux féminins où elles s'entraident, justement. Mais comme on essaie de le montrer, elles s'entraident, mais elles s'entraident à s'adapter, en fait. Elles s'entraînent à s'adapter aux codes de l'entreprise, qui s'avèrent être des codes masculins. Mais les 15-18 heures par jour, elles les font, et les collègues masculins les font aussi. Enfin, voilà, je veux pas... Tout le monde les fait. Et c'est peut-être ça qui est à remettre en cause. C'est, voilà, comme disait tout à l'heure Vanessa, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être 18 heures dans une entreprise pour être performant, qu'on soit homme ou femme? Ça, c'est la première chose. Et là où je suis étonnée, c'est que quand vous dites que... on les sent en souffrance. Moi, quand j'ai rencontré toutes ces femmes, j'ai l'impression, très peu m'ont paru en souffrance. Quand elles me racontaient les trucs, enfin quand elles disaient tout ce que, enfin là ce sont des extraits, mais on le voit déjà, ce qu'elles racontent est hallucinant. Enfin pour certaines d'entre elles, c'est vraiment hallucinant. Mais la plupart d'entre elles ne se plaignent pas. Enfin, elles ne dénoncent pas, elles racontent. Et alors, il y a des moments aussi un peu d'émotion parce qu'elles se rendent compte de ce qu'elles racontent, mais elles ne se plaignent pas. D'ailleurs, c'est la première qui raconte qu'elle fait 8h, 22h. Elle dit, mais c'est mon choix. Je le fais parce que... Et c'est une liberté. Et donc, c'est encore plus dur de lutter contre ça parce qu'elles ne le vivent pas forcément comme une souffrance pour la plupart d'entre elles. Oui, alors... Alors, une dernière remarque qui va porter sur ce qu'on met derrière les mots. J'ai été particulièrement frappée de voir combien ces politiques dites de diversité hommes-femmes surdéterminent en fait les différences, vous le dites très bien, hein, entre les hommes et les femmes, les fantasmes presque, et jouent beaucoup dessus pour justifier la question des quotas, etc. Alors, ce qui m'a aussi un peu étonnée, c'est que personnellement, pour avoir travaillé aussi sur des questions de diversité sociale, où on trouve aussi des histoires de quotas, etc., on est dans une posture un peu différente, où là, l'idée, c'est justement de gommer les différences. Donc ça, c'est assez étonnant, et ça renvoie justement à qu'est-ce qu'on met derrière ces mots. Et on vous a vu passer, et puis c'est dit aussi... un peu dans le film, de façon peut-être un peu indifférente entre la diversité, la mixité, l'égalité. Est-ce qu'on met les mêmes choses derrière ces trois mots qui tournent autour de ces problématiques, hein? Donc voilà, c'est une question de fin sur qu'est-ce qu'on a derrière. Alors les acteurs et les actrices qu'on a rencontrés, ils mettent la même chose. C'est-à-dire, pour eux, la diversité, c'est pour aller vers l'égalité. La politique de l'égalité, c'est la politique de... Enfin, c'est tout dans le même panier. Évidemment, on sait bien que ce n'est pas la même chose, mais il ne voit pas vraiment de différence. Voilà. Je ne sais pas à quoi répondre d'autre. Ah bah, un petit peu. Qu'on explique.
Tu veux qu'on explique les différences? Ben, pour nous, le paradigme, c'est ce que, quand on interviewe Vanessa dans le film, c'est ce qu'elle explique, c'est que derrière le terme diversité, il y a un appel aux compétences qui seraient différentes, que ce soit en termes de sexe des individus, en termes d'origine culturelle. On est supposé, quand on vient dans l'entreprise et qu'on est différent, apporter des compétences différentes. Voilà. Et ça, c'est pas de l'égalité. Enfin, c'est de la complémentarité. On vient compléter avec des compétences que par magie on porterait parce qu'on est né quelque part ou parce qu'on est né femme ou homme. Mais pour eux, enfin pour la plupart des personnes rencontrées, au niveau des RH, des DRH et même des responsables diversité, ce que je disais tout à l'heure, certaines sont conscientes quand même du glissement, mais le vendre comme ça parce que ça passe mieux auprès des décideurs. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je crois qu'on va être obligé de s'arrêter là. Merci à toutes les intervenantes. Bravo. Et merci au public d'être resté jusqu'au bout. On aurait aimé pouvoir poursuivre, mais voilà. Suivez-nous sur les réseaux pour d'autres événements.